Bonsoir à tous, il est 22 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 18 juillet 2012. Le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les dirigeants de PSA. Aucun commentaire ce soir à l'issue de la rencontre entre Philippe Varin et le président de PSA et Arnaud Montebourg. Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance du groupe, sera reçu par le ministre le 26 juillet, au lendemain des annonces gouvernementales de relance de la filière automobile. En route vers les congrès, à l'UMP comme au PS, chacun fourbit ses armes à coups de motions ou de contributions. Christian Estrosi, qui sera notre invité, n'exclut pas de se lancer dans la course à la succession de Jean-François Copé. Bref, de part et d'autre, on se bouscule au portillon. Doit-on craindre une hausse sensible de l'électricité? Une lecture attentive d'un rapport sénatorial le laisse penser. La production électrique coûte de plus en plus cher et les Français consomment trop. Consommez moins, disent donc les sénateurs. Damas à feu et à sang, Damas où la situation devient incontrôlable selon des diplomates occidentaux. L'attentat suicide qui ce matin a tué les principaux responsables de la sécurité en Syrie, dont le propre beau-frère de Bachar el-Assad, enfonce un peu plus encore le pays dans le chaos. Les auteurs de l'attentat doivent être punis, affirme Moscou, qui bloque toujours toute solution à l'ONU. Sandra Cerquera. C'est la première fois que le cœur du régime syrien est touché. Ce matin, un attentat suicide vise le bâtiment ultra protégé de la sécurité nationale, où les autorités syriennes sont en pleine réunion. Parmi les morts, le ministre de la Défense, un général et le beau-frère de Bachar al-Assad. En prenant en compte nos martyrs qui ont été tués pour la dignité de la patrie, nous assurons que les forces armées sont déterminées à éradiquer les criminels et les gangs meurtriers et à les poursuivre où qu'ils aillent. Un attentat revendiqué par l'armée syrienne libre au moment où dans les rues de la ville, les combats s'intensifient. Depuis hier, les rebelles syriens ont lancé ce qu'ils appellent la bataille de Damas. Face à un tel degré de violence, il est urgent pour Laurent Fabius de trouver rapidement une transition politique. L'origine de tout cela, c'est le comportement du régime de Bachar el-Assad. Mais à partir du moment où ce régime massacre, il y a des réactions en face, il y a le terrorisme qui peut se développer, et c'est la Syrie elle-même, le cœur de la Syrie qui peut être détruit. Côté diplomatique, c'est toujours le statu quo. La Russie parle de combat décisif, mais campe pour l'instant sur ses positions. Pas question d'adopter la résolution déposée à l'ONU par les Occidentaux, qui prévoit des sanctions contre le régime. Le vote prévu aujourd'hui vient d'être reporté de 24 heures. Bonsoir Ziad Madjen, vous êtes un spécialiste de la Syrie, vous professez à l'Université américaine de Paris. Est-ce que l'attentat de ce matin marque un vrai tournant dans la situation syrienne aujourd'hui? Certainement. Le tournant a commencé il y a quelques jours déjà avec la bataille de Damas. Le fait que la forteresse sécuritaire du régime et le cœur de son symbole et de son autorité est cette fois secoué par la révolution montre qu'il y a un changement dans le rapport de force, notamment l'aspect psychologique aussi qui est très important. Aujourd'hui, l'attentat confirme cela. Il a visé la cellule de crise qui a été mise en œuvre par le président et je pense que c'est un événement majeur. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres attentats de ce type? C'est possible. De plus en plus, l'armée libre montre qu'elle est capable maintenant au niveau de ses contacts au sein des institutions, de même que le soutien qu'elle a au sein de la population. Elle est capable de monter des opérations. Elle utilise des tactiques de guérilla, des attaques directes pour éviter la différence de taille dans ce qui est puissance de feu. Et cela se montre efficace aujourd'hui. Alors la Maison-Blanche affirme ce soir que Bachar el-Assad est en train de perdre le contrôle du pays. C'est ce que vous pensez également? Oui, il contrôle à peu près 50% du territoire syrien militairement. Il agit comme une force d'occupation. Dès que les chars se retirent d'une ville, il y a des manifestations contre son pouvoir et il y a les combattants de l'armée libre qui sont sur place. Maintenant, il considère peut-être que Damas, c'est la grande bataille aussi pour essayer de survivre à cette révolution. Mais je pense que c'est le début de la fin quand même. Vous en avez dit un mot de cette armée rebelle, de cette armée qui se veut libre. De qui est-elle composée et qui la finance finalement, cette armée? Il y a deux composants. Il y a les soldats qui ont eux-mêmes quitté l'armée, les défections, des officiers et des dizaines de milliers déjà de soldats dans plusieurs régions. Il y a beaucoup de volontaires, des jeunes Syriens qui ont pris les armes pour se défendre dans leur quartier et dans leur village. Ce n'était pas une armée structurée, d'où il pouvait y avoir parfois des scènes chaotiques au niveau de la chaîne de commandement. Ce n'était pas
très clair. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis 4 ou 5 mois, on sent qu'il y a une véritable structuration. Le leadership de cette armée se base en Turquie. Il y a certainement un soutien logistique et politique turc. Récemment, on parle de certaines armes et moyens de communication entre les groupes qui ont été fournis par certains pays arabes, peut-être le Qatar ou l'Arabie. Mais une grande partie des armes de cette armée viennent des casernes de l'armée syrienne où les soldats eux-mêmes ont essayé de prendre le plus possible pour se défendre et pour faire face à la machine de mort du régime. Quelle est la place des islamistes dans cette opposition au régime de Bachar el-Assad? Les islamistes sont présents, comme d'autres factions, mais jusqu'à maintenant, ils n'apparaissent pas comme étant la force la plus importante. Ils sont des groupuscules, mais il y a aussi, avec le rituel de la mort, avec la barbarie qu'on a vue pendant 17 mois, de plus en plus de sentiments religieux au niveau de la population. Les mosquées sont des lieux de rassemblement, les funérailles. Donc il faut distinguer peut-être entre cet islam social qui est très présent et entre les groupes islamistes djihadistes qui sont très minoritaires et qui sont très petits et n'influencent pas le processus politique jusqu'à l'instant au moins. Alors, il y avait un nouveau vote prévu à l'ONU ce mercredi. Kofi Annan a demandé à le repousser, ce vote. Il y a toujours cette opposition de la Russie. Est-ce qu'on peut espérer un changement de pied, un changement d'attitude de Vladimir Poutine sur ce dossier? Peut-être avec le temps et avec le sentiment qu'ils sont en train de perdre et que leurs alliés n'arrivent plus à tenir, ils vont être obligés à négocier. Ils voulaient au début une phase de transition qu'ils pilotaient eux-mêmes à partir de Moscou, à travers des alliés présents dans cette phase de transition. Le fait qu'ils sont en train de perdre militairement maintenant, le fait que Bachar el-Assad est extrêmement vulnérable et fragilisé, peut-être cela va les pousser à compromettre. Mais dans tous les cas, le sentiment aujourd'hui à Damas qu'on peut voir à travers des articles, des déclarations, à travers les activistes sur le terrain, ils se sentent énormément forts et puissants, qu'ils considèrent que ça commence de moins en moins de peser sur eux et sur la Syrie, toutes ces hésitations internationales. Merci beaucoup, M. Badjed, de vos éclairages ce soir sur ce dossier. En route vers le Congrès, au PS, c'est la journée des contributions. Les fameuses motions qui déterminent les rapports de force entre les uns et les autres, eh bien, ça viendra plus tard. Alors, il y a celle de Martine Aubry et de Jean-Marc Ayrault qui entend rassembler les socialistes. Mais Benoît Hamon se veut le grain de sable du Conseil national de ce soir. Le ministre délégué à l'économie solidaire et chef de file, vous le savez, de l'aile gauche du Parti socialiste, compte bien faire entendre sa voix. Thomas Raguet. La photo était presque parfaite. À l'heure où l'UMP se déchire, le PS aurait voulu afficher une image d'unité, au moins en ce qui concerne les ministres. C'était compté sans Benoît Hamon, représentant de l'aile gauche du parti. Il a décidé de soutenir une autre contribution que celle du Premier ministre et de la Première secrétaire. À cette étape, je constate qu'une immense majorité des socialistes se retrouvent dans la contribution qu'avec Martine Aubry nous avons initiée, mais que pour l'instant il y a la contribution de Benoît Hamon, j'ai eu une discussion avec lui, il est membre du gouvernement. Je souhaite qu'au moment où on soumettra au vote des militants à un texte, une motion, nous soyons tous rassemblés pour inscrire dans la durée le travail que la gauche veut faire au service du pays. Un souhait en forme d'avertissement qui ne semble pas inquiéter l'intéressé. Le Premier ministre a dit tout à l'heure à son arrivée qu'il souhaitait que vous soyez sur la même motion, en revanche, que les autres. Non, mais il est dans son rôle. Alors, moi, je discute avec lui. On décidera de ça, nous, collectivement, démocratiquement, à la mi-septembre. Vous ne présentez pas de candidat, mais vous avez une idée de qui devrait diriger le Parti socialiste à partir du 26 octobre? Vous ne voulez pas poser ça à la première signataire de la contribution? Le malaise est néanmoins palpable. Benoît Hamon a dû choisir entre la solidarité gouvernementale et le soutien à ses amis de la gauche du parti, très remontés contre le traité européen de discipline budgétaire que le Parlement doit ratifier. Un positionnement défendu par ses soutiens. Ça a toujours été comme ça, là. C'est l'inverse qui ne serait pas normal. Tous les congrès du Parti socialiste, depuis 80, Jean-Pierre Chevènement a été ministre, déposé des motions. On ne peut pas confondre la présence au gouvernement dans une équipe dont on est solidaire et l'alignement politique dans tous les débats internes de la vie politique d'un parti. Prochain Conseil national le 12 septembre, on saura alors quelles motions seront présentées au Congrès et si Benoît Hamon a changé sa position ou non.
À droite, c'est cette fois, c'est de motion dont on parle. L'aile droite de l'UMP, la droite populaire, a fait connaître la sienne. Elle résume les priorités qu'elle entend défendre lors du congrès du parti. Ça sera en novembre. Le collectif parlementaire qui enregistre une nouvelle recrue en la personne de Philippe Marini, le président de la commission des finances du Sénat. Il s'en explique au micro de Sandra Cerquera. La démarche que nous avons voulu initier et notre appel, celui de la droite populaire, est le premier. Donc nous sommes aux avant-postes. Nous sommes une minorité agissante qui veut faire bouger le système. Nous faisons partie d'une nouvelle offre politique au sein de l'UMP et l'UMP ne doit pas être vue comme une juxtaposition d'écuries personnelles. Et toujours dans la perspective de ce congrès de l'UMP, à noter le soutien d'une vingtaine de sénateurs autour de la candidature de l'ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, entré dans la course à la présidence du parti de droite. Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Alors vous avez été réélu récemment à l'Assemblée nationale avec un score important au deuxième tour, plus de 60% des voix. Et depuis, vous apprenez un autre métier, celui d'opposant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la droite, elle s'oppose en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est ce que nos électeurs nous ont confié. Bon, d'abord, ils ont espéré que nous ayons la majorité, et dès lors que nous ne l'avons pas, ils attendent de ceux qu'ils ont élus que nous sachions défendre le bilan de Nicolas Sarkozy face à une gauche qui continue à s'enfermer dans de l'anti-sarkozysme primaire, en ne cherchant que par idéologie et sectarisme à détricoter l'ensemble du bilan qui est le nôtre en matière fiscale, en matière économique, en matière de croissance, en matière de compétitivité, en matière de justice sociale et notamment de pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Alors on a vu vos collègues de l'UMP extrêmement actifs lors des débats des derniers jours, en particulier sur la loi de finances rectificative. On a vu tous les débats ardents. J'ai moi-même défendu pour la première fois dans l'histoire de l'UMP, puisque nous avons toujours été dans la majorité depuis que l'UMP a été fondée, une motion de rejet préalable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une motion de rejet préalable? Eh bien, nous devons démontrer l'inconstitutionnalité d'un certain nombre de mesures. Donc par exemple il y avait l'intention notamment de rendre rétroactive la refiscalisation des heures supplémentaires pour près de 9,5 millions de salariés qui, grâce à ces dispositions que nous avions mises en place en 2007, leur permettaient en moyenne de gagner près de 500 € de plus par an. C'était une injustice sociale flagrante. Si l'on regarde aussi les dépenses qui vont peser sur les collectivités locales, tenez, je suis maire de Nice, je distribue près de 2000 salariés parmi les plus modestes, des heures supplémentaires pour 2,2 millions d'euros qui sont provisionnés au budget 2012. Eh bien, les seules dispositions qui sont prises aujourd'hui m'obligent à financer des charges jusqu'à 4 millions d'euros, ce qui fait que ce ne sont pas des dépenses qui sont prévues au budget 2012. Et il y a sans doute une forme d'inconstitutionnalité. Nous pourrions en regarder bien d'autres. En tout cas, le drame de ce projet de loi de finances rectificative, c'est que entre la disparition de la TVA anti-délocalisation qui faisait payer par les importations chinoises, coréennes, étrangères pour la première fois la protection sociale des Français, l'augmentation des charges sur les entreprises de 13 milliards d'euros, là où nous les avions baissées, pour permettre à la fabrication française, aux usines françaises d'être plus compétitives par rapport aux produits importés, nous allons en matière de croissance avoir des conséquences considérables. Cela dit, Christian Estrosi, la gauche est majoritaire à l'Assemblée. Ah oui, ça, c'est une palissade, je dirais. Lorsqu'on fait les comptes, nous sommes minoritaires. Et en même temps, cette gauche, plutôt que d'essayer de se montrer pragmatique, risque de nous amener droit dans le mur, à l'identique de la situation que l'on trouve en Espagne ou en Grèce. Alors l'avenir, Christian Estrosi, c'est entre autres le congrès de l'UMP qui est prévu au mois de novembre prochain. On cite déjà des noms, Jean-François Copé, François Fillon, Bruno Le Maire, on en parlait à l'instant, Xavier Bertrand. Et puis le Parisien parle de vous ce matin. Est-ce que vous confirmez votre volonté éventuellement d'y aller? Oui, qu'il me soit permis d'abord de dire que j'évite pour l'instant ce sujet, comme j'appelle tous mes amis qui font valoir leurs intentions ou qui sont déjà déclarées officiellement,
que si nous avons été élus députés, c'est pour consacrer tout notre mois de juillet dans l'unité de l'UMP tel qu'il est organisé aujourd'hui, à défendre nos positions, à nous montrer pragmatiques et à nous battre contre les dispositions que nous proposent les socialistes à l'Assemblée nationale. Et après passera les vacances et après on pensera à autre chose, c'est-à-dire au Congrès. Il y a la démocratie interne de notre mouvement, c'est normal qu'elle s'exerce, ce sont nos statuts. Eh bien, je le dis, je regarde les choses tranquillement. J'ai mes idées, je suis gaulliste, je suis sarkozyste, je suis le secrétaire général de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, où nous recevrons plusieurs milliers de sympathisants le 23 août prochain à Nice, Brice Hortefeux et moi-même. Vous l'avez de temps en temps au téléphone, l'ancien président? Oui, je le rencontre, nous nous parlons. Je fais partie de ceux qui, depuis 20 ans, lui sont extrêmement fidèles. Donc vous avez des idées à défendre éventuellement. Et aujourd'hui, j'entends défendre cet héritage. Je formule le vœu qu'un jour il reprenne toute la place qui doit être la sienne sur la scène politique. Mais en tout cas, si parmi tous ceux qui se déclarent ou qui ont l'intention de se déclarer, aucun n'a porté de réponse aux idées que je souhaite voir incarnées par l'UMP, je n'écarte pas la possibilité d'annoncer à la fin du mois d'août définitivement ma candidature à la présidence de l'UMP. Eh bien, Christian Sordi, on aura l'occasion d'en reparler. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de PSA dans quelques instants. C'est en effet une rencontre extrêmement attendue, celle de Philippe Varin, le président de PSA, et d'Arnaud Montebourg, ce soir, le ministre du redressement productif. Une rencontre avec en toile de fond les vives attaques du ministre mettant en doute ce matin la stratégie industrielle du groupe et tout en s'interrogeant sur l'attitude de la famille Peugeot qui n'a pas tardé à réagir. Jérôme Rabier. Quand Arnaud Montebourg rencontre Philippe Varin à son ministère, c'est sans déclaration ni même une image. Les journalistes pourtant conviés repartiront bredouille, le président du directoire du groupe automobile français empruntant une porte dérobée. Un huis clos qui tranche avec la rencontre d'hier où le ministre du redressement productif s'affichait avec les syndicats. Il faut dire qu'Arnaud Montebourg n'a pas hésité une fois de plus à mettre en cause la stratégie du groupe ce matin. Nous avons un vrai problème sur la stratégie de Peugeot, l'alliance avec General Motors, le comportement de l'actionnaire. Où va PSA? Où veulent-ils nous emmener? Autre cible du ministre, la famille Peugeot, principal actionnaire du groupe, qui n'a pas tardé à réagir par communiqué. La famille Peugeot a toujours donné la priorité au développement du groupe et à sa stratégie, et a systématiquement renoncé au versement de dividendes. Thierry Peugeot est convoqué au ministère le 26 juillet pour faire le point sur les investissements de la famille. La veille, le plan du ministre pour relancer l'automobile français sera dévoilé, mais les grandes lignes sont déjà connues. Nous écartons la prime à la casse et nous nous dirigeons vers une forme de soutien massif vers les véhicules innovants et propres. Encourager PSA et Renault à investir dans les technologies en échange de contrepartie, voilà pour l'instant le seul remède avancé par le ministère. Alors pour parler de ce dossier PSA, outre Christian Estrosi qui nous fait le plaisir de rester avec nous, ancien ministre de l'Industrie, faut-il le rappeler, s'est joint à nous Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, élu de Mulhouse, et vous êtes là sur un site où il y a un site très important de production PSA à Mulhouse, bien entendu. Jean-Marie Bockel, Martial Bourquin est en face de vous, sénateur du Doubs. On pourrait parler de Sochaux, bien entendu, auteur d'un récent rapport sur la réindustrialisation de la France. Et à vos côtés, Gérard Ségura, le maire d'Aulnay-sous-Bois. C'est à vous, monsieur le maire, que j'ai envie de m'adresser tout de suite. On a vraiment l'impression que ces dernières heures, eh bien, le bras de fer se tend entre le gouvernement et la direction de PSA. Est-ce que vous faites confiance encore ce soir au gouvernement, à Arnaud Montebourg, pour sauver ce site industriel qui est le fleuron de votre commune ? Eh bien, évidemment, ce qui est intéressant dans le rapport qui a été établi au lendemain du contact qui a eu lieu avec un certain nombre d'élus d'ailleurs et Arnaud Montebourg et donc la chaîne des événements qui s'en est suivie, c'est que compte tenu de la façon dont les choses se sont passées depuis maintenant un an, je vous rappelle, 10 juin, l'annonce par la CGT, le rendu public par la CGT d'une note confidentielle qui en gros apparaît maintenant comme une feuille de route, puisque à la semaine près, chacune des décisions qui étaient indiquées s'est réalisée. Et pendant 10 mois, tout au long en fait de cette période qui nous amène à l'élection présidentielle, à chaque fois des dénégations absolues de la direction de PSA. C'est simplement une hypothèse de travail que nous avons d'ailleurs écartée. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Répété à U et à Dia d'ailleurs, non seulement par la direction, par le directoire à plusieurs reprises et des responsables de PSA, mais y compris repris d'ailleurs par le ministre M. Besson
au moins à 2 reprises, indiquant qu'il faisait confiance à PSA et qu'il ne considérait pas que ce qu'il y avait dans cette note avait valeur d'actualité ou même d'avenir rapide. Christian Estrosi était au gouvernement à l'époque, on vous a caché des choses? Ah non, je n'y étais pas, c'est M. Besson, comme l'a rappelé mon collègue maire d'Aulnay-sous-Bois. Mais alors, par contre, ce que je peux dire, c'est que nous sommes depuis 5 ans avec une crise économique, financière, des matières premières et de l'euro, dans une crise industrielle majeure avec une chute globale des ventes de l'automobile en Europe. Vous vous rendez compte qu'il y a 6 ans, on vendait 18 millions de véhicules automobiles en Europe, on en vend 14 millions aujourd'hui. Et avec les drames qu'il y a au sud de l'Europe, je pense à l'Espagne qui est un marché extrêmement porteur pour Peugeot, il se trouve que sur les véhicules bas de gamme comme la C3 qui est produite à Aulnay, il y a une chute de 60% de baisse des ventes de la C3. À partir du moment où il y a 200 millions de pertes par mois de la part de PSA, on comprend que PSA ait besoin d'un grand projet de restructuration industrielle. Et c'est là que l'État, plutôt que de tirer à boulet rouge sur une entreprise, en lui faisant perdre en moins de 5 jours 15,5% sur le marché boursier, c'est-à-dire en envoyant sur la scène internationale un message extrêmement négatif, qui pourrait, si cela continue, conduire PSA à faire l'objet d'un risque d'OPA. Vous imaginez le président Obama se comporter comme M. Hollande qui disait c'est inacceptable sans apporter de solution, et M. Obama dire General Motors, ça va pas, surtout n'achetez plus américain, etc. Eh bien nous sommes dans cette situation aujourd'hui, là où au contraire, PSA est une entreprise extrêmement innovante, notamment avec les nouveaux véhicules hybrides diesel, qui sont les plus performants en matière technologique au monde. Arnaud et des carnaux pleins jusqu'en Arnaud 2014-2015. S'interroge sur la stratégie industrielle de PSA. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de la part de Philippe Varin et de la direction de PSA? Monsieur Bourquin. 2 choses. Quand j'entends M. Estrosi, j'ai l'impression que c'est le gouvernement qui est responsable de tout. Alors qu'on sait que le site d'Aulnay, depuis longtemps, est sur la sellette. C'est incroyable d'entendre ça ce soir. Aujourd'hui, ce serait quasiment le gouvernement qui serait responsable de la situation. Il y a un vrai problème. Si, vous avez quasiment dit ça. Les attaques contre une industrie. Attendez, je vais essayer de Quand on a du patriotisme industriel, on défend son industrie. Le patriotisme industriel, c'est de défendre l'industrie. Et les 8000 personnes qui sont touchées, les personnes d'Aulnay, les personnes de Rennes, les personnes de Mulhouse et de Sochaux, je vais vous dire, ces personnes-là, même si ce ne sont pas des licenciements, ce sont des pertes d'emploi. Quand une personne a 40, 50 ans et qu'elle est au pôle emploi, elle sait qu'elle a peu de chances de retrouver du travail dans la situation d'aujourd'hui. Arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de dire qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Arrêtons, ça sera des départs. Si vous tuez Peugeot, vous aurez gagné quoi? Qui a dit qu'il fallait tuer Peugeot? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. La question que l'on veut aborder, c'est sur un problème comme Aulnay dans un premier temps. Pourquoi, depuis plusieurs années, on n'a pas une politique d'anticipation? Donc vous mettez en cause la stratégie. Anticipation, mais bien sûr. Et le ministère de l'Industrie, aussi bien sous M. Estrosi que sous M. Besson, ne savait pas ce que c'était que l'anticipation. Anticiper, ça veut dire quoi? Il y a effectivement des restructurations, il y a un accord avec GM et PSA, on sait que des sites sont en difficulté. Plusieurs années auparavant, on essaie de mettre en place des politiques industrielles visant à faire en sorte que d'autres produits viennent sur ce site. Il y avait des terrains libres, monsieur le maire, vous pourriez nous le dire. Absolument, mais bien sûr, il y avait des parties d'ateliers entièrement libres où on pouvait mettre en place des politiques nouvelles dans les nouvelles énergies ou dans d'autres domaines. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Qui est-ce qui paye? Les banquiers ont fait la crise. Les banquiers ont fait la crise. Aujourd'hui, ce sont les salariés qui payent. C'est toujours comme ça. Bernard Séguéra et ensuite Jean-Marie Bourquin. Oui, pour en revenir à ce que dit M. Estrosi, vous comprenez, il faisait état dans un article de journal du fait que, à l'époque où il était ministre de l'Industrie, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment les prêts, 4 milliards, et puis aussi les primes à la casse. Bon. En effet, on a vu que pendant quelques mois, ça a permis de retenir la situation. Mais quand on est ministre de l'Industrie, on anticipe en effet, et on anticipe, comme un grand groupe comme PSA, des années à l'avance, fabriquer un modèle, l'installer dans un process, c'est au moins 4 ans. Et donc déjà à cette époque-là, ou alors le ministre de l'Industrie ne connaissait pas le dossier à fond, ou alors PSA cachait un certain nombre de choses, toujours est-il que les mesures structurelles de fond n'ont jamais été mises sur la table. Mais ce qui est pire, c'est que le successeur de M. Estrosi, donc M. Besson, lui, soit par naïveté extraordinaire,
ou alors par complicité coupable, a considéré pendant près de 12 mois que tout allait bien, qu'il n'y aurait pas de licenciement, pour que nous apprenions en fait au lendemain de l'élection présidentielle. Et comment ne pas voir une relation de cause à effet entre une campagne électorale qu'il ne fallait pas troubler et ce secret qui a été préservé pendant des mois et des mois et des mois. Oui, il y a eu non seulement des erreurs stratégiques de PSA, mais une couverture. Jean-Marie Bockel, qui n'a pas encore parlé. Oui, il y a certainement eu des erreurs. Quand il y a une crise, il y en a toujours. Mais je dirais ni tant d'honneur, ni tant d'indignité. C'est un sujet qui mérite mieux que la polémique. Moi, je suis la situation de PSA. Alors évidemment, je ne connais pas le site d'Aulnay, évidemment, aussi bien que vous. Mais je le suis depuis plus de 20 ans à Mulhouse, à Sochaux, comme d'ailleurs mon collègue Bourquin. Et on voit à la fois les efforts d'investissement qui ont été faits, les efforts d'innovation qui ont été faits, l'éthique également qui a caractérisé cette entreprise par rapport à d'autres. Alors, je pense à Renault notamment, qui ont beaucoup délocalisé et qui vont mieux aujourd'hui, d'où d'ailleurs peut-être une certaine amertume, mais ça n'interdit pas non plus peut-être des choix qui se sont avérés malheureux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir. L'avenir à la fois du site industriel, ça c'est extrêmement important, et là le gouvernement peut agir. L'avenir également de la filière automobile. Je suis frontalier de l'Allemagne. L'industrie automobile allemande, avec des salaires plus élevés, mais des coûts plus adapté, s'en sort mieux. Donc, si on veut anticiper, vous avez dit à juste titre, il faut anticiper. Dans votre rapport, vous le dites, il faut qu'on intègre aussi cette donnée. Il y a l'innovation, mais il y a également les pesanteurs françaises. Voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Et il faut qu'on soit patriote, solidaire, et en même temps, naturellement, sans concession par rapport à des erreurs qui doivent être rattrapées. Alors, et puis, il faut que le gouvernement fasse son travail sans être dans l'invective, ça ne sert à rien. Christian Estrosi, en un mot, le temps passe. Oui, enfin, en un mot, quand même, on dit qu'on n'a pas anticipé la crise. Personne ne l'a anticipé sur la planète tout entière. Par contre, quand on a pris le choc, comme tous les pays de l'Union européenne, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à la France, on a pris des mesures d'accompagnement à l'investissement, notamment avec 6 milliards d'euros de prêts, puis la prime à la casse. Les socialistes eux-mêmes nous ont demandé de la prolonger d'1 an, ce que nous avons fait. On a vendu des voitures. Et dans ce prolongement, quand j'entends ceux qui disent d'ailleurs maintenant il faut prolonger avec un bonus écologique, pardon, nous avons dans le prolongement de la prime à la casse déjà mis le bonus écologique, il existe puisque c'est 5 000 € pour les voitures 100% décarbonées électriques et 3 500 pour les voitures hybrides. Donc on voudrait inventer quelque chose qui existe déjà. Ça on verra le 25 juillet. Sur l'anticipation, permettez-moi de vous dire que s'il y a un avenir pour Peugeot, c'est parce qu'avec le grand emprunt national, on a financé les technologies du futur, notamment au centre d'innovation de Vélizy. En même temps, ça n'écarte pas le fait qu'il y ait une exigence de restructuration sur le site d'Aulnay pour pouvoir apporter un avenir industriel au site d'Aulnay. Ça n'écarte pas tout cela, mais en tout cas, si Peugeot aujourd'hui a ses bons de commande qui sont quasiment pleins pour 2013, 2014, 2015, sur la 3008 hybride, sur la 508 hybride, sur la DS5, c'est bien parce qu'on a anticipé avec les investissements d'avenir. Le gouvernement lui-même dit, d'ailleurs ces investissements d'avenir c'est très bien, bravo, grâce à ça il y a un avenir pour l'industrie automobile. Alors le 26, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce d'Arnaud Montebourg sur la relance de la filière automobile, il va recevoir Thierry Peugeot. Monsieur Bourquin, comme vous, Monsieur Bockel, certainement vous la connaissez, cette famille Peugeot, vous avez rencontré. Je connais Thierry Peugeot, il était encore sur le site de Mulhouse à l'occasion de ses 50 ans, il y a quelques jours en juillet. Peugeot s'est défendu aujourd'hui d'avoir fait fausse route en matière de stratégie. Est-ce que cette famille, aujourd'hui, on a raison, comme le fait un peu Arnaud Montebourg, j'allais dire presque la montrer du doigt? Moi, je ne ferai pas de procès d'intention à la famille parce que je considère que c'est des gens qui ont une éthique. Mais on peut avoir une éthique et peut-être être confronté dans le contexte mondialisé de l'automobile d'aujourd'hui à des choix d'alliance. Je parlais de Renault tout à l'heure, qui n'a peut-être pas toujours été très patriote, mais qui a fait des choix d'alliance qui les ont renforcés. Le choix de GM, il est arrivé, je sais qu'il a remis en cause chez nous l'alliance avec BMW, donc il y a eu quand même quelques petites difficultés. Bon, mais c'est pas une raison de le condamner. Et la question aujourd'hui pour la famille, effectivement, par rapport à tout ce que je viens de dire de positif, il faut pas oublier le passé, mais aujourd'hui la famille est devant des choix, effectivement, par rapport à cette indispensable stratégie d'alliance, c'est sûr. Marcel Bourquin.
À votre question, la réponse sera celle-ci. Il y a une part de baisse des ventes dans ce qui arrive. Il y a une part de l'accord avec General Motors. Ouais. Et lorsqu'il y a eu cet accord, on sait très bien, par exemple, le marché de l'Iran qui est perdu est dû à l'accord avec General Motors. C'est le marché le plus important à l'exportation. C'est le marché le plus important à l'exportation. Deuxième chose, lorsque vous faites une alliance avec un groupe de taille mondiale comme celui-là, il va y avoir des répartitions de rôles dans les politiques d'achat. Il va y avoir une répartition de rôles dans les plateformes pour construire certains véhicules. Et on sait très bien qu'une grande partie de ces suppressions d'emplois et de ces suppressions de sites se font suite à cet accord. Pourquoi ne pas tout dire ? Pourquoi ne pas aborder ces questions? Et pourquoi ne pas anticiper, comme on le disait tout à l'heure, une politique industrielle? Ici, il n'y a que des patriotes. L'industrie, on l'a au cœur parce qu'on en vit, nous, de l'industrie. C'est l'industrie en Seine-Saint-Denis, par exemple. Le drame de la fermeture d'Aulnay. Il faut savoir que ça représente pour des milliers de personnes. Un pays comme le pays de Montbéliard vit de l'industrie. Et c'est pour cela que ne mettons pas en cause notre attachement à l'industrie. C'est comment nous la défendons. Et de ce point de vue, moi, ce que je souhaite, c'est que la question d'Aulnay soit abordée avec... Il faut que ce soit un exemple national où on mette la focale dessus et on se dit... M. Varin a dit il n'y aura personne qui restera sur le bord de la route. Je ne crois pas à cette histoire-là, parce que moi j'ai eu plusieurs fermetures de sites, beaucoup de monde sont restés sur la route. Si on ne veut pas qu'il y ait personne qui reste sur le bord de la route, regardons si ce site est définitivement condamné. Première question. Deuxième question, au cas où il l'est, quelle production vient? Quand je vois la logistique, on sait très bien que la logistique ne crée pas d'emplois, ou très peu d'emplois. Ce n'est pas un argument de dire qu'il y aura de la logistique. Les Allemands viennent de créer 370 000 emplois, par exemple dans les énergies nouvelles, dans d'autres domaines. Eh bien, est-ce que nous allons aborder cette question-là sur le site d'Aulnay, mais aussi dans d'autres bassins d'emploi? Monsieur le maire, c'est vous qui avez le mot de la fin. Je vous en prie très brièvement. Oui, très simplement. D'abord, il n'est pas certain que le site d'Aulnay doit être condamné. Absolument. On ferme, M. Estrosi l'avait évoqué en d'autres circonstances, on ferme depuis 20 ans le premier site industriel de ce type dans notre pays. Ça doit être même aussi vrai au moins pour la dernière décennie en Europe, voire pour les 2 dernières décennies. Et c'est pour ça que les comptes que sont demandés par M. Montebourg, à savoir que tout soit mis sur la table, de façon à voir dans quelles conditions ou non cette fermeture pourrait être justifiée, est importante. Parce que fermer un site, fermer un outil de cette taille-là, le voir disparaître, c'est définitivement. Or, la conjoncture se retournera d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci à tous d'être venus ce soir pour aborder ce difficile dossier PSA. La suite de l'actualité dans ce 22h, une actualité aussi marquée par la disparition de Jean-François Poncet. L'ancien sénateur avait été ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. C'est le tour de l'info. Elisa Bertholomé. Il avait été secrétaire général de l'Élysée et ministre des Affaires étrangères sous Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien sénateur UMP, Jean-François Poncet, est décédé cette nuit à l'âge de 83 ans. Fils de l'ambassadeur et académicien André François Poncet, il a réalisé une bonne partie